Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité avec aujourd'hui Mathieu Alterman, journaliste. Bonjour. Bonjour. On attend votre prochain livre. Fin avril. Fin avril. Pascal Bataille, animateur, producteur, chef d'entreprise. Bonjour. Éric Revel, éditorialiste, directeur de la chaîne Azur TV. Vous êtes également, on peut vous entendre sur Sud Radio les jeudis et vendredis pour l'édito Écho. Et Éric July, président fondateur de Clay, cabinet de conseil en communication pour les entreprises. Éric, une précision, c'était bien un son, le son que nous avons passé de Radio France, de France Bleu. Un auditeur me dit non, que j'avais bien raison. C'est une interview au pertu de Sébastien Berriot de France Bleu Roussillon. Voilà. Ah bah alors moi je vais vous dire, parce que hier dans le Grand Direct on a passé ce sujet. Alors il y avait forcément plusieurs micros peut-être, mais j'ai été frappé parce qu'on a fait exactement le même commentaire que vous, Valérie, hier sur les antennes d'Azur TV. C'est-à-dire qu'on entend la directrice générale de la PAF, la police des airs et des frontières, expliquer que quand on n'a pas son test, on a l'amende, mais on passe quand même. Donc ça veut dire qu'en fait les contrôles à la frontière, si vous payez 135 €, que vous soyez contaminé ou pas, vous passez. Ce qui est quand même absolument lucide. Mais on va en reparler justement. Vacances, frontières, déplacements. Est-ce que vous y comprenez quelque chose? Vous avez peut-être entendu Jean-François Réal qui nous a expliqué comment se passaient les choses. C'est-à-dire qu'ils ont appris à la télévision que les voyages, que les frontières étaient fermées au-delà de l'Union européenne. On va en reparler. On va parler du nouveau protocole sanitaire dans les écoles. Finalement, est-ce que ce serait un lieu à risque? Et puis la situation des étudiants. Petit tour de table de ce qui a retenu votre attention. Mathieu Alterman, on commence avec vous. C'est un coup de cœur en fait. Oui. Vous allez voir, c'est étonnant. Aujourd'hui, il faut parler de choses un peu légères de temps en temps. C'est un coup de cœur pour les GAFAM et en l'occurrence pour Netflix et Amazon. Je m'explique. On a un problème en France. On est un des pays qui a le produit le plus de cinéma. On a un patrimoine cinéma extraordinaire en France, un vrai fonds de catalogue. Mais les jeunes ne regardent plus la télé. Donc, ils ne peuvent pas découvrir ces films légendaires. Or, Netflix a fait rentrer, j'en avais parlé il y a quelques mois, les films de Claude Sautet, Belmondo. Enfin, ils ont fait rentrer des films de patrimoine. Et Amazon Prime, depuis la semaine dernière, a fait rentrer des films d'Yves Robert. Donc, on retrouve La Guerre des boutons, Le Grand Blanc avec une chaussure noire, des films de Besson, Le Grand Bleu, Subway, tous les films de Piala. Et je me dis, mais s'il n'y avait pas les GAFAM pour ça, qu'est-ce qu'on ferait? Pourquoi la France est incapable de lancer? Il y a Salto qui voilà, produit, alors sur Salto, effectivement, qui donne la possibilité de voir Plus belle la vie en avant-première. Voilà ce que c'est la situation. Et en fait, finalement, c'est comme les vaccins. Vous savez, on fait rien, on attend de voir ce que vont faire les autres, et puis finalement, c'est les autres qui le font. Et je trouve ça absolument scandaleux, parce que de toute façon, les jeunes ne regardent plus la télé. Les moins de 25 ans ne consomment plus de la télé comme avant. Ils consomment du streaming et du flux. Donc, heureusement qu'il y a Amazon Prime et Netflix pour faire vivre le fonds de catalogue du cinéma français. Éric? Oui, non, mais juste sur cette affaire de médias, et je voyais Pascal Bataille qui souriait un peu comme moi quand on parle de Salto. Bonne chance. Je rappelle qu'on a lancé un moteur de recherche aussi en France. Voilà, face à Google, c'est différent. Mais non, mais attendez, simplement. C'était factuel ce que je disais. À propos des médias. Est-ce que vous avez vu cette info à propos des médias que le groupe M6 et le groupe RTL seraient en vente? Est-ce que vous avez vu ça? 3 milliards d'euros. Le groupe M6 et le groupe RTL seraient en vente. C'est quand même. Regardez ce qui est en train de se passer dans le monde des médias. On ne parle pas de n'importe quel groupe de télévision ou de radio. Alors, ça n'a pas été confirmé, Éric. Non. Ça n'a pas été confirmé. Je dis simplement que la rumeur, en tout cas, n'a pas été démentie. L'action en bourse de M6 s'est envolée et qu'on va sans doute assister à une restructuration, à une refondation totale du paysage audiovisuel dans notre pays, poussé par le digital, mais aussi effondré par la crise du Covid-19, parce que quand vous avez des structures telles que TF1 ou M6 avec en face des coûts GRP, comme disent les spécialistes, qui baissent, vous avez un problème de recettes et vous avez toujours les mêmes dépenses. Donc on assiste à beaucoup de choses dans le monde du football qui lient à la télévision, mais regardez ce qui est en train de se passer dans le monde des médias aussi. Oui, peut-être Éric July, vous vouliez dire un mot. Vous aviez deux. Voilà, vous aviez. Mais parlez bien dans votre micro. Vous aviez deux. Formidable, puisque en fait je voulais parler justement des liens entre le foot et les médias, et particulièrement bien sûr de la renégociation du contrat de diffusion du championnat de France de football. Et c'est très important parce que c'est à la fois deux points très essentiels: le foot, qui est quand même le sport préféré et le plus fort en audience, et les médias et l'évolution des médias. Alors le foot, le football est dans une impasse qui
qui est lié à l'imprudence, à la légèreté, il faut bien dire, de ces dirigeants qui ont cru à un miracle, c'est-à-dire qu'on pouvait créer une application... Que les arbres montaient jusqu'au ciel. Et que... avec un bon sentiment qui était de vouloir, avec l'objectif qui était de renforcer les clubs français pour faire un championnat qui soit plus intéressant que ce qu'il est, mais avec une imprudence qui a été de se confier ça à quelqu'un qui n'avait rien et sans même demander de garantie financière et sans regarder qu'en Italie, justement, on ne les avait pas retenus parce qu'ils n'avaient pas porté Et alors face à ça, on a maintenant, et c'est ça qui est très intéressant, parce que justement dans ce paysage audiovisuel, comme on disait autrefois, qui est en train de complètement évoluer, on a la réaction du groupe Canal+ et de Vincent Bolloré, qui, quand il a pris le contrôle de Canal+, a eu beaucoup de mal, il faut bien le dire, et on a eu l'impression que Canal+ allait s'effondrer. Il avait beaucoup perdu en football, mais il a fait preuve de moi qu'il est connu dans d'autres domaines, qui était le transport maritime, ce qui est de sa principale force, c'est-à-dire sa capacité à attendre et à supporter les difficultés. Et aujourd'hui, il est à l'heure de la revanche, très clairement. Mais c'est aussi un message adressé, au-delà du football, à tous les sports, à tous les droits, en disant il y a des limites. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Mais c'est vrai que ni Altice ni le groupe Canal+ n'ont fait de proposition, effectivement. Ni Being Sport. Ni Being Sport. Parce que en fait, ils veulent une renégociation d'ensemble pour ne pas cumuler les deux. Mais c'est vrai qu'il se passe des choses. Vous vouliez aussi évoquer, et nous on en reparlera demain, ce qui se passe avec Radio France, qui avait un plafonnement des recettes publicitaires. Et il y a un projet de loi qui prévoit de déplafonner ces recettes publicitaires. Il faut savoir que les radios privées comme Sud Radio, RTL, Europe 1, toutes ces radios vivent de la publicité et que Radio France reçoit des subventions. Et que la célèbre redevance. Absolument, et que c'est pas très cohérent en ces périodes où le marché publicitaire est extrêmement restreint. Le marché publicitaire en France, depuis 15 ans, 20 ans, il oscille entre 30 et 40 milliards d'euros. Selon les années, selon la conjoncture. Face à ça, il y a eu une explosion du nombre de médias qui font appel, qui ont besoin de publicité. Donc, donner plus de publicité, ou la possibilité d'avoir plus de publicité à des médias qui, en plus, bénéficient de ressources de l'État, de ressources publiques, c'est un scandale. Dans la situation actuelle, le scandale Radio France n'est pas récent, et il est irréformable. On parle quand même d'une entreprise qui a 2 orchestres philharmoniques, par exemple. Pourquoi 2 je veux dire, c'est un moment, voilà. Est-ce que quelqu'un veut réagir, Eric, sur le foot? Ça fait un de plus que sur le Titanic. Pascal Bataille. Ça fait un orchestre de plus que sur le Titanic. Mais n'espérons pas le même destin, évidemment, à Radio France. Non, mais tout à fait d'accord sur la situation, sur la qualité de ce que peuvent offrir aujourd'hui ces plateformes, avec ce qu'a dit Mathieu et avec le constat qu'a fait Eric. Moi, je souhaite le plus beau des avenirs, évidemment, à Salto. Mais après, effectivement, je pense que la comparaison avec ce qui se passe dans le football est assez légitime. Il n'y a pas forcément de la place pour tout le monde. Et en tout état de cause, si on veut lancer quelque chose, il faut y mettre les moyens, des moyens conséquents. Il est assez regrettable que les chaînes françaises n'aient pas pris déjà il y a 10 ou 15 ans de façon délibérée, déterminée et très offensive cette direction-là et soient restées dans une vision très verticale de la programmation télé. Bon, on en paye aujourd'hui, elles en payent aujourd'hui les conséquences. Et c'est sûr que cette épidémie, cette pandémie va aussi avoir sur le domaine des médias des conséquences qu'on ne soupçonnait pas et qui sont en train de se dessiner. Parce que les recettes publicitaires sont dramatiquement en baisse. Tout le monde Eric, j'avais oublié, mais vous avez dirigé France Bleu. Oui, bien sûr. Oui. Moi, j'ai été recruté à l'époque par Mathieu Gallet. J'ai dirigé ce beau réseau de 44 locales en France, près de 2000 personnes, si vous comptez les CDI et les CDD, ça fait du monde. Alors, c'est un très beau réseau de proximité. Et c'est vrai que le mouvement des Gilets jaunes a montré qu'on a besoin de proximité. Maintenant, sur l'affaire des dépenses et des recettes, oui, il y a un vrai sujet. Et s'il y avait déplafonnement, je crois que c'est 42 millions d'euros que Radio France peut percevoir en publicité, si ma mémoire est bonne. S'il y avait un déplafonnement, ce serait un vrai sujet. Et là, je le dis d'autant plus que je suis sur une radio privée, parce que vous avez la crise de la publicité, ok, d'accord, mais il y a quelque chose de beaucoup plus structurant qui se passe dans le monde de la radio. Je parlais tout à l'heure de
du mouvement dans les médias, mais il y a un mouvement structurel qui impacte la radio dans notre pays, qui est une décroissance constante du nombre d'auditeurs et de durée d'écoute. Tout ça remplacé par des podcasts. Ça veut dire que la radio, elle subit de plein fouet, la radio privée, la crise économique et donc les recettes publicitaires, mais elle subit de manière non pas conjoncturelle, mais structurelle, un abaissement constant des audiences, en fait. Ça, très peu de gens le notent, parce qu'on regarde toujours la bataille entre Inter et RTL pour voir qui est le premier dans sa matinale. Mais si vous regardez les chiffres année après année, vous vous apercevrez qu'il y a de moins en moins de gens qui écoutent la radio. C'est 1,5 million de moins par rapport à il y a 1 an et demi ou il y a 2 ans d'auditeurs. Et donc le média radio est en crise également. Non, mais je voudrais juste rajouter un truc. Moi, vous savez, j'ai fait 11 ans en maison de disques. J'ai vu la crise du disque arriver et le truc s'effondrer complètement. Et je suis tout à fait étonné que les gens des médias aujourd'hui sont totalement aveugles et ne voient pas qu'il se passe la même chose qui s'est passé dans les maisons de disques où les gens n'achetaient plus des CD, ils allaient sur des sites de streaming. Le mode de consommation changeait et on a l'impression, effectivement, c'est comme on se disait tout à l'heure, c'est le Titanic, les gens continuent de danser. Allez, on va continuer nous de danser, mais j'espère qu'on ne sombrera pas. Avec vous dans un instant sur Sud Radio 0826 300 300, à tout de suite pour commenter l'actualité. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, nous commentons l'actualité avec Éric July, président fondateur de Clé, cabinet de conseil en communication, Mathieu Alterman, journaliste, Pascal Bataille, animateur, producteur, chef d'entreprise, et Éric Revel, éditorialiste, directeur de la chaîne Azur TV, tous les jeudis et les vendredis matins sur Sud Radio. Vous avez dirigé France Bleu, on le rappelle, et puis Éric July, vous avez dirigé France 2. Donc voilà, on a des hommes de médias aujourd'hui. On va parler vacances, frontières, déplacements. Est-ce que vous y comprenez quelque chose? Nouveaux protocoles sanitaires dans les écoles et puis la situation des étudiants qui se dégrade. Pascal Bataille, votre coup de cœur pour finir notre tour de table de ce qui a retenu votre attention, c'est pour la prolongation de la trêve hivernale. Oui, alors c'est un coup de cœur. En fait, c'est une décision qui est totalement attendue, et heureusement qu'elle est prise à nouveau cette année, après avoir déjà été mise en vigueur l'an dernier en 2020, une prolongation de 3 mois de la trêve hivernale, c'est-à-dire la trêve des expulsions pour les personnes qui ne paient pas leur loyer, la trêve aussi des coupures d'énergie pour ceux qui ne peuvent pas payer leur facture de chauffage. Donc, décision annoncée hier par Emmanuel Vargon, c'est évidemment un satisfecit, mais c'est en même temps un constat terrible, parce que ça veut dire que cette précarité que la France connaît déjà, que beaucoup de Français connaissent depuis des années, ne cesse de s'accentuer. Le rapport qu'a publié la Fondation l'Abbé Pierre est très alarmiste, et quand on voit effectivement l'augmentation du nombre de personnes en situation de grande précarité, l'augmentation du nombre de personnes qui demandent l'aide alimentaire, on a beaucoup parlé des jeunes ces derniers temps, à juste titre, de ces étudiants qui aujourd'hui n'ont plus aucun moyen de gagner leur vie, de faire des petits jobs, etc., pour payer leurs études et leur logement et leur nourriture, et qui sont en train de demander l'aide alimentaire. Mais il n'y a pas que les jeunes. Et effectivement, heureusement que le gouvernement a pris cette mesure. Mais ça, peut-être une transition pour tout à l'heure, mais ça ne fait qu'appuyer ce que moi je clame depuis des mois et des mois, sur votre antenne notamment, c'est-à-dire qu'il faut arrêter avec cette dictature du sanitaire, et il faut d'urgence prendre en compte la situation économique et surtout la situation sociale des Français, et stopper ce tout sanitaire qui a des conséquences désastreuses sur l'économie, sur la situation de nombre de nos compatriotes. Oui, ça, vous savez qu'il y a toujours ce débat effectivement qui est là entre le sanitaire et l'économique. Vous vouliez réagir, Éric? Oui, je voulais juste ajouter, le gouvernement a annoncé une autre décision qui était le renouvellement automatique des droits à chômage pour les personnes qui viennent à échéance, ou qui sont déjà venues à échéance, ou qui viennent à échéance au mois de janvier. Mais pour un mois. Voilà. Alors moi, c'est très bien de l'avoir fait, mais comment on peut demander à des gens de vivre avec... ils ont un mois devant eux. Et puis le mois prochain, on ne sait pas. Alors qu'on sait très bien que la crise, elle va durer encore. Là, au moins pour les loyers, les expulsions, ils ont mis jusqu'à la fin jusqu'à juin, donc ça laisse quand même un minimum de perspective et de stabilité. Mais ce que disait la secrétaire générale du Secours populaire ce matin, c'est que, ok, juin, c'est bien, sauf que quand on expulse des gens, il faut leur trouver un autre logement, il faut qu'il y ait un relogement proposé. Or, c'est dans la loi et ce n'est évidemment pas fait. On va reparler de la précarité qui s'installe un petit peu partout, et vous avez raison, Pascal, pas que pour les étudiants.
étudiants. Éric Revel, vous, c'est un coup de gueule? Oui, enfin... C'est un coup de gueule, c'est beaucoup de tristesse en fait. Je ne sais pas si vous l'avez évoqué, j'imagine que oui, mais voilà, je voulais en reparler. C'est l'absence de vaccins en France. Pour moi, ça, au pays de Louis Pasteur, ça me tétanise. Vous savez, il y avait le bouquin de Nicolas Bavrez qui avait fait beaucoup de commentaires, La France qui tombe, il y a quelques années, où on parlait de déclinisme. Alors certains disaient, non mais il y en a marre du French bashing. D'autres disaient, non mais je vous assure, on est sur une pente qui n'est pas bonne. Voilà. Aujourd'hui, la révélation, c'est que parmi les grands pays, parmi tous les grands pays, le seul pays encore un peu grand qui n'a pas de vaccin, c'est la France. La Russie, la Chine, les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne. Tout le monde a. Voilà, nous, Sanofi peut-être à la fin de l'année. Ça veut dire beaucoup, à mon avis, des moyens dont la recherche publique aurait besoin. Ça veut dire aussi beaucoup de la délocalisation de la recherche privée ailleurs, et notamment en Asie. Emmanuel Macron nous avait expliqué au début de la pandémie que dorénavant, on allait voir ce qu'on allait voir. Le monde d'après serait plus le monde d'avant. C'est pas de bol parce que Sanofi vient d'annoncer 400 postes en moins dans la recherche et développement. Alors, dans des domaines que je ne maîtrise pas, mais ce qui a attiré mon attention, c'est que ça va partir où, cette recherche et développement de Sanofi? En Chine. Voilà, en Chine. Donc, on n'a pas de vaccin et on continue de délocaliser nos centres de recherche et développement. Vrai problème. Je ne suis pas un tenant du French bashing, mais je suis obligé de noter que le déclin français, avec ce symbole-là du non-vaccin, il est flagrant. Le scandale va même bien au-delà de ça. C'est-à-dire qu'on a quand même des laboratoires qui ont demandé des crédits il y a quelques mois de ça pour mettre au point des vaccins et ils n'ont même pas eu de réponse. Écoutez, c'est Bernard Tapie qui l'a raconté. On avait le son dans le zapping. C'était à propos du patron de Moderna. Écoutez. J'ai parlé aux autorités françaises la première fois de mon vaccin en avril et je demandais du fric. Ils m'ont même pas répondu. Et quand le brevet, il existe, que les étapes dangereuses sont passées, on est en novembre. Et nous, on n'y croit toujours pas. Pourquoi à la décharge du pouvoir? Je vais vous le dire. Si au départ, monsieur le président, il dit « Banco, on fait les vaccins ». La prise de risque. Si jamais il y en a 3 qui meurent, il est mort. Alors qu'il vaut mieux qu'il y en ait 5000 de plus qui meurent et qui n'ont aucun risque que le contraire. C'est terrifiant, mais cette crise montre que la France est devenue un pays de 2e division, malheureusement. Voilà, c'est ça. Pascal Bataille. Oui, j'ai l'impression que je le savais déjà, malheureusement, mais sans faire de French bashing non plus. Mais effectivement, il faut jouer avec les moyens qu'on a, quoi. Donc après, c'est toujours facile de refaire le match. Après, c'est toujours facile de refaire le match. Il savait très bien que ça allait pas disparaître d'un coup. Mais investir, la France aurait investi 1 milliard, j'ai n'importe quoi, dans ce vaccin qui s'il n'avait pas abouti, on aurait reproché au gouvernement d'avoir investi dans une start-up, etc. Il y a des pays qui ont investi. D'autant plus que notre stratégie, alors c'est avantages et inconvénients, a été définie au niveau européen. Et qu'en fait, c'est les Européens qui ont fait des commandes, qui ont investi. Ça, c'est autre chose. Mais la France a voulu privilégier aussi Sanofi, non? Non, mais c'est autre chose. Non, c'est pas autre chose. Si, c'est autre chose, Eric, si vous me permettez. Que l'Europe ait été incapable ou pas suffisamment capable de commander les bons vaccins, c'est une chose. Mais que la France n'ait pas été dans la capacité de produire un vaccin, que ce soit un vaccin traditionnel ou un vaccin ARN messager, c'est autre chose. Oui, mais c'est autre chose. Moderna... On peut critiquer l'Europe et avoir beaucoup de tristesse pour ce qui se passe en France en termes de vaccins. Non, mais je suis d'accord sur le fait que c'est triste que la France que Pasteur ait échoué et que Sanofi n'ait pas encore réussi. Mais j'espère que ça viendra, mais je suis triste. Mais ce que je veux dire, c'est que Moderna, ça n'aurait pas été un vaccin produit en France. Le problème de Moderna, il est différent. Ça aurait été un vaccin produit aux États-Unis et en Allemagne. Donc, simplement... ça, c'est ce que je veux dire. Mais si on avait investi dans ce vaccin, on n'aurait pas eu de... si on avait investi dans ce vaccin, nos commandes, elles passaient par le canal de l'Europe. Oui. Valérie, moi je voulais revenir sur cette notion de refaire le match que vous évoquiez tout à l'heure. Mais si, justement, il faut refaire le match. Parce que le drame que nous vivons aujourd'hui,
il est le fruit, pour une bonne part en tout cas, de décisions qui ont été prises depuis 15, 20 ans, que ce soit au niveau de la recherche, on vient d'en parler, que ce soit surtout au niveau de la destruction de l'hôpital public. On le sait, on l'a dit et répété, mais quelles sont les leçons qui sont tirées? Quand je dis refaire le match, ça veut dire tirer les leçons des erreurs qu'on fait et essayer de ne pas les refaire. Quelles sont les leçons qui sont tirées? Aujourd'hui, est-ce que l'Agence nationale de santé arrête d'annoncer des suppressions de lits dans les hôpitaux, et est-ce qu'on annonce des créations de lits dans les services de réanimation? Est-ce qu'on annonce beaucoup de nouvelles formations, des nouvelles façons de former les infirmières et les personnels soignants? Absolument pas, vous le savez bien, rien n'a changé, il n'y a pas un lit qui a été créé. Au contraire, on continue d'en détruire, d'en supprimer dans de nombreux CHU. Et voilà, alors quelles sont les leçons qui sont tirées? Que ce soit sur la lutte contre la précarité, que ce soit sur la lutte contre les épidémies, que ce soit sur effectivement la recherche et le fait de pouvoir maintenir la France au niveau de grandes nations, y compris dans ce domaine, alors qu'on a toujours eu des chercheurs assez exceptionnels et un niveau scientifique que beaucoup de pays nous enviaient. Quelles sont les leçons qui sont tirées? Et est-ce qu'on va arrêter de faire une politique à la petite semaine, comme malheureusement de nombreux gouvernements, et celui-ci encore plus, continuent de le faire? Absolument. Sur les vaccins, Valérie, juste quand même, parce que je ne veux pas céder au French bashing totalement, même si je suis très triste, comme je l'ai dit, il y a quand même une initiative dont on peut s'honorer, et j'espère qu'elle va se multiplier. C'est, on peut parler d'un bras de fer qui a eu lieu entre l'État et le groupe Sanofi, et Sanofi qui a accepté de produire sur ses chaînes de production, en tout cas en Allemagne, en France, le fameux vaccin Pfizer. Et vous avez vu que cette initiative française a été suivie par Novartis, qui va également produire ces vaccins. Et moi, je lance une sorte d'appel. Mais pourquoi ça n'a pas été fait? Tous les laboratoires mondiaux, ok, ils ont besoin de faire des profits, du chiffre d'affaires, d'accord, mais je mets ça de côté. Pourquoi est-ce que tous les laboratoires mondiaux qui aujourd'hui n'ont pas développé de vaccin ne se mettraient pas à produire tous ensemble du Pfizer, du Moderna et de l'AstraZeneca? Et là, on n'a plus de problème de goulot d'étranglement et de nombre de doses rapidement. Et on n'a pas à choisir peut-être aussi, ça c'est une réflexion, un vaccin russe pour soi ou un vaccin chinois. Mais pourquoi ça n'a pas été évoqué avant? Ça paraissait sur le bon sens. En période de guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale, les usines travaillaient étaient tendues vers le même objectif. Pourquoi il n'y a pas eu ça? Et là, je vois le vaccin, c'est Christine Bouillot, notre correspondante à Toulouse, qui me dit le vaccin de Valneva, donc qui est produit à Nantes par une start-up, va être livré en premier en Grande-Bretagne. Et la présidente de la région dénonce un gâchis. La France et l'Europe vont devoir attendre 2022, alors que visiblement ce vaccin qui est produit en France à Saint-Herblain va partir en Grande-Bretagne. Quels sont les capitaux qui ont permis sa production? Le problème, il est là. Moi, je vais vous dire, il y a une phrase, ça a été mis dans la presse il y a 2 jours, Brexit 1, Europe 0. Bah voilà, c'est tout, c'est une catastrophe. Moi, j'ai toujours été fervent européen, je suis catastrophé de ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, c'est tout. On ne donne pas de l'argent pour développer des choses en France, quel que soit le domaine, de toute façon. Donc, voilà. C'est vrai, quand vous regardez le capital qui détient Sanofi aujourd'hui, ce que j'ai regardé, en fait, il y a beaucoup d'institutionnels. Ça veut dire qu'on dit souvent que c'est un groupe privé. Sanofi est même français, alors qu'en fait, il est dirigé par un Canadien qui n'est pas plus vraiment français. Mais quand vous regardez qui détient le capital de Sanofi, en fait, il y a beaucoup d'investisseurs institutionnels. Ça veut dire que c'est beaucoup plus facile d'agir sur une boîte comme Sanofi qui est détenue par des actionnaires publics que par un laboratoire privé dont les actionnaires sont privés et veulent des remontées de dividendes ou de profits. Il y a aussi cette question-là, Valérie, parce que le monde d'après, il ressemble quand même étrangement au monde d'avant, délocalisation, capitalisme et autres. Allez, on se retrouve dans un petit instant avec vous sur Sud Radio et on va parler des frontières. Est-ce qu'il fallait les fermer uniquement pour l'Union européenne? À tout de suite. Avec vous, avec Éric Julie, Mathieu Alterman, Pascal Bataille et Éric Revel, nous parlions des vaccins. Je lis un article de Ouest France sur cette usine Valneva qui va effectivement développer et produire son vaccin au Royaume-Uni. Et il y a une usine qui va sortir de terre à côté d'Édimbourg, là où cette société possède déjà une usine. Donc voilà, les Anglais sont capables de produire, de monter une usine, de lancer, alors que ce vaccin a été créé à Nantes. Donc on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi ça s'est passé comme ça. Une précision, hier, on a parlé de la liste du Nobel avec beaucoup de noms qui étaient assez étonnants. En fait, cette liste, elle n'a rien d'officiel. Ce sont des gens qui ont été proposés. Il y a une centaine de noms qui sont proposés. Donc c'est voilà comment on D'ailleurs, je vous ai proposé, Valérie. Moi aussi, Eric. Oui. Mais moi, je vous ai proposé. Voilà, on l'entreçoit. Donc, notre ministre des Transports, j'ai oublié son prénom, Monsieur Djebari,
Djebari nous a dit qu'on pouvait partir en vacances ce matin. Matignon a confirmé la fermeture des remontées mécaniques. Jean-Baptiste Djebari dit partez en vacances tranquille, ok, oui, mais comment? Et puis revenir un petit peu sur cette histoire de frontières. On a beaucoup d'auditeurs évidemment dans le sud-ouest qui nous confirment ce qu'on a évoqué tout à l'heure, à savoir effectivement, non, c'est Jean-Baptiste Lemoyne et Djebari, c'est les transports. Voilà, oui, tout à fait. On va faire un quiz, on va faire une interro écrite sur les noms des ministres tous les jours. Pardon. Jean-Baptiste Lemoyne, c'est le tourisme. Sur effectivement ce qui s'est passé, cette fermeture des frontières, et puis on peut voyager dans l'UE, mais on ne peut pas voyager à l'étranger, sauf qu'on peut arriver, ce que je disais tout à l'heure, à Madrid ou à Berlin avec un vol provenance d'un pays extérieur à l'UE et rentrer en France. Et que visiblement, il y a des ratés au contrôle des frontières. Hein. Et c'est vrai que quand on a la directrice de la PAF qui accrédite, et le préfet, me dit un auditeur, le préfet qui hier était pareil au Pertuis, le préfet des Alpes, des Pyrénées orientale qui était à la frontière avec les médias et qui constatait que les gens qui n'avaient pas de test pouvaient passer malgré une amende de 135 €. Moins cher que le test en Espagne, hein. C'est ce que me disent aussi des auditeurs. C'est quand même, là aussi, on est un peu chez Ubu quand même, non? Non, on est dans le en même temps. Ouais. C'est pas le Ubu, c'est en même temps. C'est-à-dire qu'on va sévir, on va empêcher que les gens puissent aller d'un point à l'autre, mais quand ils franchissent quand même la frontière, ils ont une amende. C'est tu vas au coin pendant 10 minutes et après tu reviens. C'est lamentable. Ouais. C'est lamentable alors qu'on attend une véritable autorité, parce que soit on fait rien, soit on fait quelque chose jusqu'au bout. Et non, c'est encore le robinet d'eau tiède. Et effectivement, il y a des gens qui sont prêts à payer cette amende-là, qui est à peu près le même prix que si on n'a pas un ticket de métro dans le métro, je pense. Non, c'est 135 € et je crois que les si on sort tests... sans autorisation pendant le couvre-feu, etc. Voilà, c'est le même. Donc il y a quand même des très gros trous dans la raquette. Et ce que dénonçait Jean-François Rial tout à l'heure, le patron de Voyageurs du Monde, c'est un manque de visibilité et de clarté sur les mesures. On a l'impression vendredi que Jean Castex, il a été obligé d'annoncer des choses pour dire bon, on fait pas le confinement, mais on va fermer les grandes surfaces et on va mettre des frontières. Que cela n'a-t-il pas été fait avant, Éric Julie? Effectivement, quand on a vu la prise de parole du Premier ministre, on a compris, qu'il n'était pas content et qu'il ne croyait pas un instant à ce qu'il disait, et qu'il était particulièrement énervé. La manière dont il a enlevé son masque et il a commencé à parler était extrêmement révélatrice, et tout communicant à ses côtés lui aurait conseillé de faire autrement. Mais ça, c'est un premier point. Donc je pense qu'ils sont venus avec un plan de confinement, et comme ce plan a été refusé par le président de la République, ils ont bricolé un certain nombre de mesures pour ne pas avoir annoncé une allocution pour ne rien dire. Déjà la veille, Olivier Véran était intervenu à 14h pour dire qu'il n'avait rien à dire, si ce n'est que ça continuait à pas être bien. Donc, je pense que c'est ça. Alors, à partir de là, c'est du bricolage. Il y a aussi le problème qu'on a des règles européennes, mais qu'elles ne sont pas uniformes. Et effectivement, vous arrivez à la situation où, si vous arrivez directement, vous ne pouvez pas rentrer directement du Brésil, mais si vous passez par le Portugal, est en explosion de contamination. Par le Portugal pour le Brésil, et ensuite, vous pouvez très facilement faire Portugal-France. Donc là, il y a un vrai sujet, et la question, c'est est-ce qu'on peut être à moitié européen? Est-ce qu'on peut... Voilà, c'est ça le vrai Éric sujet. Revel. Oui, sur ces mesures qui sont difficilement compréhensibles. Oui. Alors, quand vous regardez l'arrêté ministériel sur les raisons dérogatoires pour lesquelles on peut prendre l'avion pour sortir en dehors de l'Union européenne, il y a 4 décès, garde d'enfants, être un sportif professionnel, j'en rends pas, qui a besoin d'aller à l'étranger. Et puis, il y a aussi une ligne qui m'a beaucoup intéressé, c'est les missions indispensables que le salarié d'une entreprise française pourrait devoir faire à l'étranger. Là, juste sur la notion de mission indispensable pour une entreprise, bon courage, parce que c'est pas facile à définir, me semble-t-il, et c'est pas d'ailleurs le pouvoir réglementaire ou la police qui va pouvoir juger sur un papier si la mission du salarié qui part ailleurs est indispensable ou pas. Et puis juste parce qu'on est en période de vacances, et pour ceux qui ont la chance, ce qui n'est pas mon cas, de partir très loin, tous les voyages sont annulés, évidemment, les voyages que certains font à l'île Maurice, à Saint-Domingue ou ailleurs. Donc c'est pas possible, puisque là, il n'y a pas de motif impérieux de partir à Maurice ou de partir à Saint-Domingue. Surtout que c'est fermé. Sauf que je sais, je peux vous dire,
qu'un certain nombre d'entre eux, ils passent par Barcelone. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils vont à Barcelone, là vous pouvez parce que c'est en Schengen, et là à partir de Barcelone, vous pouvez trouver un avion pour aller nettement à l'extérieur, passer des vacances au soleil. Donc là aussi, il y a des trous problèmes. Et il y a quand même quelque chose qui me... Oui, il y a Pascal Bataille qui n'a pas réagi. Pardon, Pascal. Pascal. Oui, pardon Mathieu, juste on voit encore une fois cet aspect malheureusement récurrent dans ces décisions qui est l'impréparation. C'est-à-dire qu'on prend des mesures, on l'a raconté un peu bâclées très certainement et à contre-cœur pour ce qui est de Castex et de Véran notamment, mais en aucune façon on se préoccupe de savoir si elles vont être applicables, quelles vont être leurs conséquences aussi sur nos compatriotes qui avaient prévu des vacances, et on essaie ensuite de justifier ça a posteriori et de mettre quelques pansements sur des jambes de bois. En l'occurrence, est-ce que vous allez me convaincre, comment allez-vous me convaincre du fait qu'on n'aurait pas pu, début janvier, au sein des cellules gouvernementales chargées de réfléchir un petit peu, s'il y en a, au fait qu'il y avait des vacances qui se profilaient à l'horizon et que, par exemple, les territoires d'outre-mer qui échappaient pour l'instant à la contagion, et c'est tant mieux, et qui avaient fait l'objet d'un afflux de touristes pendant les vacances de Noël, ça allait se répéter en février. Est-ce qu'on ne pouvait pas anticiper en disant d'ores et déjà, dès le début janvier, que, par mesure de précaution, c'était pas la peine de réserver des vacances dans les dom-toms ou à l'île Maurice ou je ne sais où. Bon, vous voyez, c'est un petit exemple, mais on est en permanence dans ce sentiment de décision prise à la va-vite, prise toujours en réaction. Alors, on a Delfrécy qui nous annonce qu'il y a urgence absolue, puis deux jours après, il est obligé de se démentir lui-même en disant on n'est pas à une semaine près. Après, toute la presse nous annonce pendant une semaine que ça va confiner, et puis le vendredi soir, on nous dit non, on confine plus, on prend quelques mesures, effectivement, comme vous venez de le dire, plutôt ridicules qu'autre chose. Et en fait, c'est cette impréparation permanente, ce manque de big picture, ce manque de réflexion, d'anticipation qui est terrible. Alors, comment remédier à ça, je ne sais pas, mais on ne peut pas continuer comme ça en permanence dans une gestion à la petite semaine de ce qui est une crise gravissime qui, encore une fois, a des impacts, on en a parlé tout à l'heure, sur la précarité, sur les jeunes, sur les vieux, sur la mortalité, sur tous les domaines, des conséquences qui sont dramatiques. Donc, il faut à un moment essayer de prendre une vraie ligne et de s'y tenir. Si on dit que les Français ne doivent pas bouger, il faut pas qu'ils bougent. Mais je ne pense pas, Pascal, que ce soit pas préparé. Je pense que c'est trop préparé. Je pense qu'ils enchaînent les réunions de brainstorming tous les jours. Ils n'arrêtent pas, et ils changent leur discours en fonction des conclusions de chaque réunion. Moi, il y a une chose qui me met hors de moi, c'est que on ment. Il est évident que ce sera exactement la même chose pour les vacances de Pâques. Ça peut même être la même chose pour les grandes vacances d'été. Tant qu'il n'y a pas de vaccin, il n'y a aucune chance que la situation évolue au mieux. C'est impossible. Mais effectivement, je ne sais pas si c'est de l'impréparation ou de la trop grande préparation, mais pourquoi est-ce que l'Europe, encore une fois, n'a pas eu une cohérence ? Là, on voit que l'Italie va rouvrir des cafés. On a vu que l'Espagne exigeait des tests PCR depuis le mois de novembre. Pas la France. Enfin, il y a une espèce de cacophonie européenne qui est aussi incompréhensible. Vous ne pouvez pas avoir des règles différentes. Et puis le virus qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de passeport, effectivement. Alors, il y a là, c'est la difficulté de se mettre d'accord à 27 pays, chacun ayant ses intérêts propres. On a vu par exemple, à propos du ski, puisqu'on parlait de vacances, l'Autriche, pour qui c'est une ressource essentielle, qui n'applique pas les règles qui sont appliquées en France ou en Allemagne. On a vu que la Suisse avait essayé de faire comme l'Autriche, et puis finalement ça a dérapé parce qu'ils ont eu des contaminations. Voilà, c'est très difficile de mettre tout le monde d'accord, puisqu'on a des intérêts qui sont divergents ou qui ne sont pas les mêmes d'un pays à un autre. Et ça aboutit effectivement à des choses aberrantes. Vous ne pouvez pas partir de Paris, mais vous pouvez ou revenir par Barcelone. Donc vous tournez la... Je pense qu'on est aussi un des pays où les amendes sont les plus faibles en cas de non-respect. Donc forcément, quand on a des amendes très faibles, on se dit que les gens respectent pas. C'est le deuxième point, c'est qu'il y a, je pense qu'il y a un écart considérable entre les déclarations des ministres et la réalité des choses sur le terrain. C'est-à-dire s'il y a quelques opérations avec la télé, etc., mais dans la pratique,
en ce moment, depuis pour le troisième confinement, enfin la troisième série de mesures, il n'y a pratiquement pas de contrôle à Paris. Non, pas vraiment. Allez, sauf sur le périph' à 18h05. Qui fait des embouteillages dimanche soir. Absolument. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant. On va parler de nouveaux protocoles sanitaires dans les écoles. Alors là aussi, des annonces. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Et puis de la précarité chez les jeunes. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, avec Éric Julie, président fondateur du cabinet de conseil Clay, Mathieu Alterman, journaliste, Pascal Bataille, animateur, producteur, chef d'entreprise, Éric Revel, éditorialiste, directeur de la chaîne Azur TV. Le gouvernement l'a dit et répété, son objectif, tout faire pour éviter la fermeture des écoles, malgré l'accumulation des restrictions contre le Covid. Le ministère de l'Éducation, pourtant, a renforcé le protocole sanitaire qui s'applique dans les établissements scolaires. Ça, ce sont des annonces. Il y a eu des choses qui ont été dites à propos des contaminations en maternelle. Un seul cas de Covid suffira désormais à fermer la classe. Jusqu'ici, on fermait quand il y avait 3 cas identifiés. Et puis collège, lycée, école primaire, en cas de contamination due à un variant, toute la classe sera fermée contre 3 contaminations auparavant. Et puis à la cantine, alors là c'est ce qui m'étonne le plus, on demande de respecter la règle des 2 mètres entre les groupes qui circulent ensemble et vont manger ensemble. Ça ressemble un petit peu aux frontières, quoi. C'est les batailles de boulettes de pain vont être compliquées, c'est dans ça. une classe. Donc c'est quoi l'objectif? Tenir jusqu'aux vacances. Il y a des pays, tout le monde n'est pas d'accord sur la contamination des enfants et sur l'effet contaminateur qu'ils représentent. Je ne sais pas qui veut. De toute façon, on sait que c'est pour effectivement tenir jusqu'aux vacances, pour annoncer des mesures plus strictes après les vacances. En tout cas, c'est ce qui se chuchote depuis plus d'1 mois, en off. Et surtout, c'est on peut pas privilégier d'un côté le télétravail et de l'autre avoir des enfants à la maison. Donc on essaie de ne pas faire de la vie des Français un enfer pendant encore quelques semaines. Voilà. Ouais. Éric, Julie. Effectivement, sur la contamination par les enfants, c'est effectivement un sujet. Comme d'ailleurs sur la plupart des sujets, on a beaucoup varié. Beaucoup d'incertitudes. Dans ce qu'on nous dit. Bon, moi, ce que je comprends très bien, il y a une incertitude. La vérité, c'est qu'on ne sait pas grand-chose et qu'on tâtonne. Donc, l'idée est sans doute qu'il faut éviter que les enfants contaminent leurs parents. Et donc, en empêchant les enfants d'aller à l'école, s'ils n'ont pas déjà attrapé, ils ne contamineront pas leurs parents. Maintenant, je crois que l'objectif de maintenir les écoles ouvertes est essentiel. Oui, mais on n'a rien fait. Enfin, je voyais hier un médecin sur Twitter qui disait mais même les professeurs de médecine qui sont maires de leur ville n'ont pas pris de mesures pour les cantines. Il y avait moyen de mettre en place peut-être des livraisons, de faire dans les classes. Enfin, il y avait des mesures à prendre qui n'ont pas été prises. Non, il y a effectivement le problème des cantines, parce que c'est de même qu'on interdit les restaurants, on ferme les restaurants parce qu'on sait que c'est un des endroits où le plus naturellement on attrape, il peut y avoir contamination. C'est clair que les cantines et les récréations aussi, où ils jouent le respect des 2 mètres à la récréation, c'est un vœu pieux. Éric Revel. Je vais vous dire, il y a une logique, pour moi, implacable. Le fait de laisser les écoles et les collèges ouverts, ça veut dire que par rapport au début de l'année dernière, le gouvernement a fait le choix de l'économie face à la santé. Pourquoi ? Parce que si vous fermez les écoles, les enfants, ils rentrent chez eux. Et s'ils rentrent chez eux, les parents ne travaillent plus. Alors, télétravail, d'accord, mais pour les autres, ils sont obligés. Donc, si les enfants rentrent à la maison, les parents rentrent à la maison et on bloque l'intégralité du tissu économique français. Donc, en fait, l'air de rien, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais le constat que je fais, c'est que principe de précaution obligatoire inscrit dans la Constitution française, on a fait le choix en mars dernier de jouer toute la santé, parce qu'on ne connaissait pas non plus l'épidémie face à l'économie. Et il me semble qu'aujourd'hui, en laissant les écoles ouvertes, le gouvernement donne le signal inverse, c'est-à-dire qu'il joue plutôt l'économie face à la question de la santé. Je préfère la formulation, il joue plutôt, parce qu'en fait, il essaye de trouver un équilibre extrêmement délicat entre des mesures quand même de restriction qui sont assez fortes, 18 heures, etc., des voyages, tout ce qu'on a dit, et maintenir suffisamment d'activité. Et puis aussi, dans l'école, par rapport à l'école, il y a un problème par rapport aux enfants. On va parler tout à l'heure des jeunes et des étudiants, mais il y a un problème par rapport aux enfants, au risque de déscolarisation, au risque d'évolution. Donc, il essaye de naviguer sur ces 3 impératifs en essayant de trouver le moins mauvais équilibre. Forcément, ça ne satisfait personne.
mais c'est essayer de faire en sorte que l'économie ne s'effondre pas, sans pour autant avoir tout le monde dans les hôpitaux. Ça, on le comprend totalement. Ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi depuis des mois, effectivement, rien n'avait été décidé dans les cantines. Rien. C'est-à-dire qu'on peut prendre des décisions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais rien depuis des mois, c'est fou. Oui. Pascal Bataille. Oui, je voulais compléter, si je peux me permettre, ce que disait Eric. Il n'y a pas que les deux Eric, d'ailleurs, il n'y a pas que l'économie, me semble-t-il, qui impose de laisser les écoles ouvertes. Et c'est, à mon sens, à mon modeste sens, une nécessité absolue que de les laisser ouvertes, écoles, collèges, lycées. Il y a aussi le psychologique, il y a aussi l'apprentissage. Les pédiatres s'élèvent de plus en plus nombreux pour dire les ravages qu'a fait le premier confinement avec la fermeture des écoles et le drame pour des centaines, des milliers d'enfants que de devoir, d'une part, être coupé des autres, être coupé du lien social qui est aussi important à cet âge-là, mais au-delà de ça, il y a tout le problème des violences domestiques que l'on néglige aussi, tous les enfants maltraités. Je rappelle qu'en France, un enfant meurt tous les 4 ou 5 jours sous les coups de ses parents. Vous imaginez ce que c'est que le drame de ces enfants qui ont vécu pendant le premier confinement, enfermés avec des parents dont l'humeur, dont on peut en plus deviner l'humeur pour une partie d'entre eux. Donc ça, c'est essentiel. Et en plus, les retards sur l'apprentissage dû effectivement à l'apprentissage à distance et à ce qui s'est passé aussi au printemps dernier. Là aussi, on est en train de constater que ça a des conséquences terribles sur l'apprentissage et quelle que soit la classe dans laquelle sont les enfants, cette privation de scolarité et d'enseignement normal a des conséquences graves. Donc il faut absolument laisser ces écoles ouvertes, il faut tout faire pour les maintenir ouvertes. Alors on est encore un petit peu dans le en même temps, parce qu'effectivement, si on commence à dire qu'à un cas dans une maternelle, on ferme la classe. J'ai l'impression qu'on commence déjà à donner des coups de canif dans cette volonté de laisser les écoles ouvertes. Est-ce qu'il ne faut pas tenir un peu plus fermement cette ligne et encore une fois refuser moi je le dis, refuser la dictature sanitaire parce qu'elle ne peut que nous conduire dans le mur. Vous dites dictature sanitaire, il y a une réalité sanitaire aussi. Il y a une réalité qui fait que les enfants sont contaminants et qui contaminent aussi les parents. Donc on ne peut pas faire comme s'il ne se passait rien. Il y a une dépêche AFP là, qui vient de tomber et qui nous dit que les résultats de la circulation du virus, les premiers résultats de présence des variants en Ile-de-France ont augmenté et ne sont pas bons. C'est ce que disent les médecins que vous qualifier peut-être de dictateur sanitaire, mais ils disent que de toute façon le variant est en France, qu'il va augmenter, qu'il y aura beaucoup plus de cas et beaucoup plus de morts. Donc il y a une réalité, on parle de dictature sanitaire, mais on fait quoi dans ces cas-là ? On fait qu'il faut arriver à vivre avec ce virus, avec les gestes barrières. Mais justement, mettons-les en place dans les écoles. Il faut les faire respecter. Mais oui, mettons-les en place dans les écoles. Ces gestes barrières, quand vous parliez des cantines, je n'ai pas voulu renchérir sur ce qui avait déjà été très bien dit, mais évidemment que, par exemple, dans les cantines, il faut prendre des mesures qui sont et qui auraient dû être prises depuis longtemps. Mais encore une fois, on sait qu'il faudra vivre avec cette saloperie, hein, il faut dire le mot, pendant encore des mois, jusqu'à ce que, sans doute, et espérons-le, les vaccins puissent faire leur effet, pour autant qu'ils soient efficaces contre les variants. On ne peut plus arrêter la vie, et encore une fois, on sait quand même, c'est un discours qui n'est pas très politiquement correct, on sait quand même que ce sont les personnes les plus fragiles qui sont les victimes. Il y a des voix qui s'élèvent depuis un moment pour dire essayons de confiner davantage les personnes fragiles et de laisser les autres vivre. Sauf que ça ne marche pas, cet argument... Cet argument n'est pas bon, Pascal Bataille. Quand vous écoutez les médecins, ils vous expliquent que ce type de raisonnement, les épidémiologistes, les virologues, que ce type de raisonnement ne tient pas la route parce que vous finirez par arriver aux personnes âgées. Enfin, je ne fais que répéter ce que j'ai pu entendre ici ou là, ce qui paraît être effectivement plus cohérent. Entre le livreur d'Amazon qui viendra livrer les personnes âgées, les petits-enfants, etc., vous finirez par les atteindre. Deuxièmement, on néglige trop les conséquences sur le cerveau
certes, il y a 93% des morts en plus de 75 ans. Il y a des Covid longs. Mais il y a des Covid. Les conséquences sur les jeunes, enfin jeunes ou disons de moins de 65 ans, allons, disons, parfois avec des conséquences très, très durables. Donc on ne peut pas non plus dire c'est tout simple, il suffit que les vieux restent chez eux ou dans leurs EHPAD et ça, le phénomène s'arrêtera. C'est plus compliqué que ça. Ce qu'on peut dire, c'est exactement ce que j'ai dit non plus. Non, mais ce qu'on peut dire en revanche, c'est que cette histoire de couvre-feu à 18h ne sert à rien. Enfin, voilà, puisque... Oui, non, voilà, mais c'est ça. Mais je pense que la conclusion un petit peu de tous ces débats, c'est quand même qu'on a des mesures incohérentes et pas très judicieuses forcément sur un certain nombre de choses. C'est-à-dire que dans les écoles, évidemment qu'il faut que les enfants aillent à l'école, mais qu'on mette en place, on aurait pu imaginer des mesures un petit peu plus strictes pour préserver les enfants à la cantine, par exemple, dans les endroits les plus compliqués. On va marquer une pause et on se retrouve pour parler de la précarité de plus en plus de jeunes. Vous avez vu ces étudiants, mais vous l'évoquiez, Pascal Bataille, il n'y a pas que les jeunes, il y a également des salariés qui se retrouvent au chômage, des gens qui n'ont quasiment plus de revenus, qui ne peuvent plus payer leur loyer. On en parle dans un instant. On est ensemble sur Sud Radio avec vous jusqu'à midi. La situation des étudiants se dégrade. On voit ces fils s'allonger devant les distributions alimentaires, décrochage scolaire, dépression, perte de job pour des étudiants qui normalement finançaient leurs études avec ces jobs qui aujourd'hui n'existent plus. Je vous propose de réécouter cette étudiante. C'était dans l'émission Quotidien hier. Bien parce que ça commence à être la galère financièrement et que j'ai faim. Je travaille plus parce qu'avant j'avais un job étudiant dans la restauration, je touche pas le chômage. Tu peux nous montrer ce que tu as dans le colis alors? Ce soir c'est vachement bien parce qu'il y a plein de choses. On a une boîte d'œufs, une salade thaï, des betteraves, des serviettes hygiéniques parce que ça coûte cher aussi. Il n'y avait pas la distribution alimentaire, tu ferais comment? À défaut peut-être les poubelles pour trouver de la nourriture. Voilà, donc c'était dans C'est à vous, pardon, je me suis trompée, mais c'est vrai que ce sont des témoignages glaçants qu'on entend. Les étudiants peuvent bénéficier d'une extension des repas à 1 € dans les restaurants universitaires qui jusqu'à maintenant étaient réservés aux boursiers. Ce matin, Yael Braun-Piver, qui était sur Sud Radio, propose une garantie jeune universelle, une sorte d'accompagnement pour tous, mais vers l'emploi. Mais sauf que des emplois, il n'y en a pas, des stages, il n'y en a pas. Très compliqué. Il faudrait étendre, à mon sens, le RSA à ces jeunes qui n'y ont pas le droit aujourd'hui et qui devraient en profiter. Mais on parle de la détresse économique. Moi, je donne des cours dans de nombreuses écoles. Il y a une détresse psychologique terrible parce qu'ils ont des cours à distance derrière des écrans. Ils ne voient plus personne. À l'âge où on a besoin de voir du monde, ils sont dans des états il y a un nombre de suicides énorme. Il y a une explosion des cas de suicide. Et moi, ce qui me rend fou, c'est que le gouvernement a totalement méprisé ces jeunes pendant 6, 7, 8 mois en n'en parlant jamais. C'est très bien de vacciner des gens dans les EHPAD, je ne suis pas pour qu'on laisse les personnes âgées mourir, mais enfin, c'est les jeunes qui circulent et qui peuvent faire circuler un virus qu'il faut vacciner les gens de 18 à 25 ans, devrait être une des priorités du gouvernement, bien entendu. Ouais. Alors, et ce RSA, alors je vois un auditeur qui me dit mais ils n'ont pas de parents ces jeunes. Si, mais il n'y a pas toujours. Il y a des parents qui ne participent pas, il y a des parents qui n'ont pas les moyens d'aider leurs enfants à faire des études. Énormément de jeunes financent eux-mêmes leurs études. Il y a des frais quand on est étudiant, des frais de logement, puisqu'on habite dans des endroits où il y a des facs, et donc de nombreux sont ceux qui financent. Eric. Oui, il y a quand même quelque chose que j'ai... Alors moi, évidemment, j'ai été frappé par ces images. On a vu aussi sur les réseaux sociaux des files interminables. Des files d'attente d'étudiants avec des cabas en train de quémander quelques biens alimentaires. Mais il y a quand même une question que je me pose, c'est comment cette situation est possible pour des étudiants, alors que j'ai quand même entendu le Premier ministre annoncer il y a 10 jours que dorénavant, il y aurait 2 repas par jour à 1 € pour les étudiants qui sont dans les universités et qui dépendent du Crous. Vous savez, le centre d'action. Oui, c'est ce que je viens de dire. Donc j'ai du mal à comprendre comment ces images sont possibles alors qu'on nous explique, je ne sais pas si c'est en place, c'est une vraie question, qu'on nous explique qu'il y a maintenant 2 repas par jour pour les étudiants à 1 € le repas. Et puis il y a une autre question qui me taraude, mais je n'ai pas la réponse, c'est comment ça se passe ailleurs? C'est-à-dire, est-ce qu'en Allemagne, les étudiants sont dans la même difficulté? Est-ce que dans d'autres pays européens? Parce que si ce n'est pas le cas, là encore, je ne vais pas revenir au pire, mais on a vraiment un souci, parce que le monde étudiant, c'est l'avenir de demain, c'est à la fois une lapalissade et une tautologie. Et si on est les seuls à voir nos étudiants faire la queue pour manger, on a un vrai souci avec l'avenir. C'est peu de le dire.
mais c'est vrai que oui, vous avez raison. Mais tous ne sont pas forcément dans des facs ou des crous. Je ne sais pas. C'est vrai que c'est une bonne question que vous posez. Il y a énormément d'étudiants qui sont dans des écoles dites privées. C'est pas pour autant des nantis. Et il ne faut pas les négliger. Ils sont très très nombreux en France. Et souvent d'ailleurs, les familles se sont sacrifiées pour leur payer certaines études. Comment ils font cela? Il y a un moment, est-ce qu'il fallait pas dire pendant 1 an aucun cours en présentiel pour éviter que des étudiants investissent dans des logements? Et comme ça, ils seraient restés chez leurs parents, suivant des cours de leur chambre, chez leurs parents, dans des économies de loyer. Il y en a beaucoup qui sont rentrés chez leurs parents, ou qui ne sont plus. Moi, je fais des cours aussi. J'ai des étudiants qui ne sont plus à Paris. Oui. Pascal Bataille, sur cette situation, effectivement, qui choque, qui étonne. Il n'y a pas que les jeunes, encore une fois, mais c'est vrai qu'en particulier, beaucoup comptaient sur ces jobs qu'ils n'ont plus aujourd'hui. Oui, et ça plaide là encore pour essayer alors à la fois de prendre en compte l'ensemble des conséquences quand on prend des mesures. Effectivement, on prend des mesures pour les salariés, pour le chômage partiel, et on ne réfléchit pas à ce moment-là qu'il y a aussi des personnes qui sont par exemple des indépendants et qui ne vont pas avoir d'aide, qu'il y a aussi des étudiants. Bon, moi je suis assez d'accord avec ce que dit Mathieu. En l'occurrence, il y a une mesure qui pourrait être, je pense, rapide et facile à prendre, qui serait de donner le RSA pendant toute la période nécessaire aux étudiants, qu'ils puissent bénéficier de ça. Quand on voit ce qui est dépensé aujourd'hui pour empêcher les gens de travailler avec le chômage partiel, au lieu de mettre de l'argent dans les hôpitaux et dans la nouvelle expansion du service public de santé, je pense que l'effort qui pourrait être fait pour les jeunes serait relativement anecdotique. Oui. Oui, financièrement, je veux dire. Oui, non, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on a vu toute une partie de cette population aujourd'hui se précariser complètement. Alors, mais c'est terrible qu'il faille attendre la lettre, pardonnez-moi, la lettre d'une étudiante à Emmanuel Macron, largement médiatisée, pour que tout d'un coup on se dise qu'il y a des étudiants aussi qui sont peut-être en difficulté. Oui, c'est vrai qu'on fait. Alors, on fait des rustines. On fait des rustines. Alors, on aide beaucoup les entreprises, mais on a l'impression qu'on a oublié cette partie de la population. On s'est moqué d'elle. On s'est moqué d'elle. Des gens ont dit ça va, elles n'ont pas connu la guerre. Il ne faut quand même pas exagérer. J'ai vu des choses très très violentes envers les étudiants qui ont été dites. Éric Revel. Mais non, mais peut-être, pardonnez mon esprit en escalier, je voudrais revenir sur ce que Pascal Bataille disait tout à l'heure, qui est fondamental, c'est sur la question des lits d'hôpitaux. On avait un invité récemment sur Azur TV, qui est le maire de Villefranche, qui est une très belle commune à côté de Nice, et qui est aussi professeur d'articulation, enfin je ne sais pas comment on dit, au CHU de Nice. Bon, voilà. Et je lui posais la question, je lui disais, mais est-ce qu'on a arrêté de supprimer des lits? Il me dit non, mais il me dit, je vais vous donner un chiffre qui est encore plus incroyable. Alors, le chiffre du professeur Trojani. En 2019, globalement, les déficits des hôpitaux publics étaient colossaux, c'était de l'ordre d'1 milliard d'euros. Vous voyez, on aurait dit colossal le déficit d'1 milliard d'euros avant tout ce qui nous est arrivé. 1 milliard d'euros de déficit en 2009 pour les hôpitaux publics. Plan de relance après la Covid, 100 milliards d'euros, au bas mot, je n'additionne pas le reste. Imaginez ce qu'on aurait pu construire comme lit pour éviter un reconfinement si on avait eu suffisamment de lits pour accueillir tous les gens qui devaient être en réanimation, sans bloquer ni le pays, sans le plonger dans une crise d'angoisse. 1 milliard, des centaines de milliards d'euros de l'autre côté. Est-ce qu'on en tirera les conclusions après tout ça? Moi, j'en suis même pas certain, en réalité. Vous voyez ? Moi, j'étais plutôt, si vous voulez, un type, un économiste libéral, etc. Mais les chiffres sont hallucinants. Il faut qu'on prenne tout ça en main. Le point, c'est qu'il ne suffit pas de faire des lits. Il suffit pas de faire des lits. Il faut les personnels, il faut les former, il faut le personnel qui va bien. Il faut avec ensuite 10 milliards d'euros, on peut remettre le système hospitalier français sur la route. On parle de centaines de milliards d'euros, y compris sur la formation. Je pense pas que la solution, ça soit exclusivement de faire plus de lits pour mettre les gens en réanimation, parce que c'est quand même c'est quand même la santé mais c'est l'argument qui est donné pour éviter d'embouteiller nos hôpitaux en réanimation. C'est bien l'argument qu'on nous sert. D'accord, mais là on est d'accord. Vous savez bien que le problème majeur en France, c'est que le fonctionnement de l'hôpital, la plupart des frais viennent de l'administration et qu'il n'y a aucune réforme structurelle de fait. C'est ça le problème. Regardons ce qu'a fait l'Allemagne il y a les 15 dernières années. Enfin, ils ont transformé les hôpitaux en un système industriel, géré de manière moderne, avec du digital. Aujourd'hui, on est quand même, ça fonctionne comme en 1978 en France. Mais évidemment que la bureaucratie, elle est pléthorique dans nos hôpitaux. On le voit bien sur les niveaux de décision et la mise en place des logistiques, notamment sur l'affaire des vaccins. Mais
il n'en reste pas moins vrai qu'on a une vraie question à se poser, me semble-t-il, sur notre système de santé, comme on a une vraie question à se poser sur notre niveau de recherche publique ou privée en matière de vaccins. On ne fera pas l'économie, j'espère, tous ensemble d'avoir ce débat, parce que sinon, on n'aura tiré aucune leçon de tout ça. Mais vous y croyez vraiment ? Vous croyez vraiment qu'il y aura... dans l'hôpital, c'est vrai, mais qu'on n'ait pas assez de lits, c'est aussi une évidence quand même. Bien sûr. Mais vous croyez qu'on en tirera les leçons si on part dans le domaine philosophique et prospectif? Non, je crois pas. Mais je crois pas. C'est ça qui... Enfin, non, je crois pas. Enfin, vous savez, il y a la très belle phrase de Francis Bacon que j'adore. Hein. Un peintre que je vénère. La phrase de Francis Bacon, c'est « Je suis un optimiste désespéré ». Vous voyez ? Est-ce que je suis désespérément optimiste ou je suis vraiment totalement désespéré? Je suis un optimiste désespéré, Valérie. Je voudrais quand même corriger un peu, parce qu'on a fait beaucoup de critiques sur la France. Aujourd'hui, dans tous les pays comparables à la France, à l'exception de l'Allemagne, pour l'instant, la France est le pays qui a eu le moins de morts. Il faut quand même le dire, proportionnellement à sa population. L'Angleterre, la Grande-Bretagne, l'Espagne, l'Italie, la Belgique, la Hollande, la Suisse, etc., tous ont eu plus de morts qu'en France. Le seul qui est en dessous, pour l'instant, c'est l'Allemagne, sauf qu'en Allemagne, en ce moment, il y a 3 à 4 fois plus de morts par jour qu'il n'y en a en France, ce qui fait que bientôt l'Allemagne rejoindra la France, malheureusement. J'en tire la conclusion qu'on n'a pas fait que des bêtises. Et en termes de vaccination, Éric, vous n'avez pas donné le rang de la France en termes de vaccination, je crois qu'on est 73e. Je suis tout à fait... Je parlais des morts. Parce que quand même, c'est quand même le critère le plus fort, pardonnez-moi. Après, c'est vrai qu'en termes de vaccination, on a très mal commencé, mais on voit que maintenant, les problèmes d'approvisionnement, ils sont sur toute l'Europe, en réalité, et qu'il y a un problème de goulot d'étranglement de la production, et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on ne demande pas aux laboratoires pharmaceutiques, et pas seulement à Sanofi, à d'autres, de produire plus de vaccins? Mais il faut pas. Mon point, c'est de dire, il faut pas non plus dire que le système de santé ne fonctionne pas et qu'il est par terre. Ça n'est pas exact. Ouais, il ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'améliorer. Non, mais qu'il pouvait être nettement amendable et nettement améliorable. C'est pas la même chose. Là où je suis d'accord. Mais Éric, souvenez-vous quand même une chose, c'est qu'on nous a expliqué pendant des années, c'est pour ça que je suis un peu en colère, on nous a expliqué pendant des années qu'on avait le meilleur système de santé au monde. Voilà. Et aujourd'hui, on est un petit peu quand même dans l'interrogation. On peut l'améliorer, vous êtes d'accord? Je suis entièrement d'accord, et je suis d'accord avec l'argument. Je suis d'accord avec l'argument qui a été soulevé, qui consiste à dire, si on regarde l'Allemagne, les frais de fonctionnement administratifs, on va dire, pas médicaux, de l'hôpital sont en France à peu près 2 fois supérieurs à ce qu'ils sont en Allemagne. Donc là, il y a de vrais sujets. Il faudrait arrêter à ce que la France pense toujours avoir la meilleure chose au monde, la meilleure médecine au monde, le meilleur train, le TGV au monde, alors qu'il date de 82, le meilleur... Voilà, on est persuadé d'avoir... C'est pas nouveau, parce qu'autrefois, on disait, alors qu'on n'avait pas d'autoroute, on disait qu'on avait le meilleur réseau routier du monde. Et puis un beau jour, on s'est aperçu que le meilleur réseau, c'était l'italien, parce qu'il y avait des autoroutes. Mais moi, j'ai été élevé comme ça de toute mon enfance, sur le meilleur réseau routier français. Mais est-ce qu'il y aura la réflexion, ce qu'évoque Éric, une réflexion a posteriori, ou même maintenant, il faudrait l'avoir, cette réflexion sur l'hôpital, sur ce que les soignants crient depuis des mois et des mois. Le problème, c'est qu'ils sont, comme on le disait tout à l'heure, de réunion en réunion dans le quotidien le plus immédiat, et que donc... Ils n'ont aucune vision à long terme. Ils n'ont aucune vision, ils n'ont aucune capacité à se projeter à long terme et à réfléchir aux conséquences. Mais il faudra faire ce bilan, ça, c'est sûr. Ça, c'est évident. Écoutez, voilà, on a fait notre tour de top. Je vais juste vous terminer sur cette anecdote que j'ai lue dans Le Parisien. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a annoncé a raconté qu'il n'allait pas chez le coiffeur avant de faire des télés, parce qu'en fait, il y a des gens sur les réseaux sociaux qui regardent sa coupe de cheveux et qui se disent « Ah, s'il est allé chez le coiffeur, c'est qu'on va reconfiner ». Donc, il a dit il n'y a pas de... nouveau baromètre. Voilà, absolument. Donc, délit d'initié de coiffure, il est allé chez le coiffeur, donc ils savent qu'on va reconfiner. Non, il a dit que ça
Ça marche pas pour le rasage des hommes, Valérie. C'est pas parce qu'on se rase qu'on va être confiné. Il faut engager des ministres chauves, en fait, c'est ça. Voilà, il faut des ministres chauves. Envoyer Jean-Michel Blanquer. Voilà. Pour savoir si on va reconfiner, Valérie, il suffit de lire le JDD dimanche. Oui, absolument. Ça, c'est perfide. Ils se sont excusés. Mais j'avais fait un joli tweet d'ailleurs. J'avais fait un joli tweet qui m'a beaucoup amusé. Oui. Voilà, merci à vous, merci à tous les quatre. On se retrouve demain pour d'autres infos. Très bonne journée sur Sud Radio. Dans un instant, Audrey Bercoff.